Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, nous nous poserons une question: doit-on, peut-on continuer à supprimer des postes de fonctionnaires? 150 000 postes supprimés en 5 ans. Certains s'en félicitent et veulent même aller plus loin, continuer de dégraisser le mammouth. D'autres lancent un véritable cri d'alarme. Cette politique n'est plus tenable, disent-ils. Dans des secteurs essentiels, la police, l'éducation, l'État ne remplit plus ses missions. Alors, que doit être l'avenir de la fonction publique dans un pays qui compte 5 millions de fonctionnaires? Cette question sera bien sûr au cœur de la campagne électorale. Et pour en débattre, dès ce soir, deux invités. Jean-François Mancel, député UMP de l'Oise. Pour réformer la fonction publique, vous avez au début de l'année déposé une proposition de loi choc et nous en reparlerons. Bonsoir. Bonsoir. Et puis face à vous, David Assouline, sénateur socialiste de Paris. Bonsoir également. Bonsoir. Pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du Monde, que je salue. Bonsoir. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir Gilles. Bonsoir Mathieu. Au cœur de ce débat, donc, la fonction publique, 5 millions de fonctionnaires, on le disait, ce qui représente quand même 20% des emplois en France. Depuis son arrivée au pouvoir, Nicolas Sarkozy a édicté la règle du 1 sur 2, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Alors, première question, pour vous, Jean-François Mancel, le 1 sur 2, on continue ou pas ? Je pense qu'il faut continuer, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un rapport qui est sorti il y a très peu de temps, fait par la Cour des comptes. On ne peut pas dire que la Cour des comptes est présidée par quelqu'un qui est proche de l'UMP. C'est un ancien député socialiste, un ancien président de la Commission des finances socialistes, qui constate que nous avons une fonction publique trop importante. Alors certes, elle constate aussi bien d'autres choses, et je crois que c'est ces sujets qu'il faut aborder, mais globalement, moi je suis favorable à continuer la diminution du nombre de fonctionnaires, sachant qu'il faut distinguer les différentes fonctions publiques. Alors nous avons eu dans les collectivités territoriales des augmentations absolument ahurissantes. C'est effectivement un vrai problème, on va en reparler, mais David Assouline, vous, votre opinion sur ce sujet, vous voulez aussi continuer le 1 sur 2 ou vous dites ça suffit, stop ? Non, on n'a pas été pour le commencer. Très franchement, ce que j'ai pu voir, puisque vous parlez de la Cour des comptes, M. Seguin, en 2009, contestait la façon dont les choses étaient faites, qui était uniquement de façon comptable et budgétaire, et n'était pas dans quelque chose qui était précis. C'est-à-dire, il peut y avoir des endroits où il y a moins besoin, mais il y a des endroits où il en faut plus, au contraire. Et globalement, quand on se pose la question de est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires, il faut d'abord se poser la question par rapport à qui et à quoi. Alors par rapport à l'étranger, on est dans la moyenne de l'OCDE. Et on est même loin derrière des pays qui sont reconnus comme étant des puissances qui amortissent socialement, y compris en cas de crise comme le Danemark ou la Norvège. Mais je vais rester la moyenne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et ensuite, par rapport à qui? Il faut nous dire, aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-ce que les Français veulent, si on parle du quotidien, qu'il y ait moins de déboueurs pour ramasser les ordures? Est-ce qu'ils pensent que quand ils vont à l'hôpital, il faudrait qu'il y ait encore moins d'infirmiers parce que tout va bien, il n'y a pas de queue aux urgences? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut moins d'enseignants parce que tout va bien dans les classes, les élèves réussissent, ils sont suivis, on prend vraiment en compte la nécessité de former? Est-ce qu'on a assez d'encadrement à l'université? On est là dans les derniers pays, l'Allemagne est loin devant en taux d'encadrement, donc c'est ces questions qu'on doit se poser. On comprend bien votre position, David Assouline. Oui. Juste un instant, Jean-François Mancel, vous citiez ce rapport de la Cour des comptes. Il y a un autre rapport qui est un rapport parlementaire. Il a été co-signé par 2 députés, un PS, un UMP. Et selon ce rapport, quand même, il semble que cette règle du 1 sur 2, et c'est ce qu'on dit même dans votre propre camp, cette règle a atteint ses limites, peut-on lire. Si vous voulez, j'écoutais bien ce que disait M. Assouline tout à l'heure. Il faut faire la part des choses. Moi, je crois d'abord que nous sommes le dos au mur en matière de dépenses publiques, ce qui veut dire que la crise nous conduit à faire des économies. Et c'est donc la première raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de lever le pied sur les économies en matière de fonction publique. Deuxièmement, où je le rejoins sur ce point, c'est qu'il ne suffit pas de supprimer des postes dans la fonction publique, d'autant plus que moi j'ai beaucoup d'amitié pour les fonctionnaires. Je suis fonctionnaire et je suis fier d'avoir été un fonctionnaire. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il faut changer complètement
notre mode d'action publique. On mélange le service public avec ceux qui le servent. Ceux qui le servent peuvent accomplir le service public pour le bien des Français avec d'autres méthodes. Un seul exemple, si vous le permettez, l'éducation nationale. On enseigne aujourd'hui en France comme on enseignait à l'époque de Charlemagne. Un enseignant face à ses élèves, alors que tous les élèves, ou pratiquement tous, ont un smartphone dans leur poche. C'est-à-dire que vous ne voudriez plus qu'il y ait un enseignant face à des élèves. Je dis qu'il faut réadapter complètement notre système éducatif à la société contemporaine. Et c'est vrai pour la totalité de nos administrations. Nous avons pris un retard considérable en matière d'adaptation de l'appareil administratif français aux évolutions du monde. Alors Jean-François Mancel, vous parlez économie. Première question de Luc Bronner et puis après on laissera répondre David Assouline. Jean-François Mancel, vous soulignez l'importance des suppressions de postes accomplies depuis 2007 avec 150 000 postes de fonctionnaires supprimés. Le paradoxe, c'est qu'en termes d'économie, si on regarde le bilan en termes de budget, le résultat reste assez faible puisqu'une partie des économies réalisées ont été redistribuées parmi les fonctionnaires. Pour dire les choses assez simplement, on est sur 4 milliards d'euros d'économies en 5 ans réalisées avec les suppressions de postes, 2 milliards redistribués en direction des fonctionnaires. Est-ce que ça a été suffisamment utile, efficace à vos yeux comme politique d'austérité? Il reste 2 milliards en fait d'économies, ce qui représente le montant du bouclier fiscal. C'est ce que sur 4 ans. Ce qui est déjà important, c'est de dire que la moitié des économies ont été consacrées à augmenter les rémunérations des fonctionnaires. C'est un point qui est ça n'était insuffisamment connu. Ça n'était que justice. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudra continuer dans ce domaine, parce qu'il y a encore des salaires dans la fonction publique qui ne sont pas à un bon niveau. Les choses sont claires. Cela étant, on a amorcé une évolution. Mais il ne faut pas l'avoir amorcée que pour l'État. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il va falloir se pencher d'une manière ou d'une autre sur la situation des collectivités territoriales. 100 000 emplois supplémentaires, sans aucun transfert de compétences nouveaux, créés au cours des 7 ou 8 dernières années. C'est considérable. Alors ça, David Assouline, c'est exact. Il y a eu de très nombreux emplois qui ont été créés dans les collectivités territoriales et parfois, on se demande si tout ça est bien utile quand même. Alors, on va répondre à toutes ces choses qui circulent un peu café du commerce quand même, parce que les transferts de compétences, elles ont été énormes. Il y a eu un nouvel acte de décentralisation et c'est M. Raffarin qui l'a initié et il y a eu des vrais transferts. Et je peux vous dire très franchement que on ne recrute pas dans les collectivités territoriales pour dormir. Mais c'est à chaque fois des services. Et à Paris, ça justifie 45% d'augmentation du nombre de fonctionnaires dans les collectivités locales en 5 ans. Luc Bronner du Monde. Écoutez, moi, je pense que, au vu de ce que je vis à Paris, on nous demande d'être encore plus performants sur la propreté. Alors, bien entendu, quand on rend des services de ce type, on doit aussi jouer sur autre chose, c'est-à-dire quand il y a une pression pour consommer toujours plus et donc pour jeter toujours plus, il y a l'éducation civique à faire tout simplement pour que ce soit pas tout le temps des fonctionnaires qui viennent ou réparer ou rendre le service. Mais en l'état actuel, je peux vous dire qu'il n'y a pas un fonctionnaire territorial dans les collectivités que moi je connais qui est inutile, voilà, mais on peut parler plus globalement. Aujourd'hui, c'est quand même pas les collectivités territoriales qui doivent être montrées du doigt. Je crois qu'il faut que vous receviez quand même le message qui a été passé avec les élections sénatoriales. Les services publics locaux, dans une grande partie de nos territoires, ne sont plus là et ça crée des désordres incroyables. Il faut absolument qu'il y ait non seulement qu'on arrête de supprimer des classes, de faire qu'il faut toujours plus de trajets pour pouvoir avoir un service public, que ce soit postal, que ce soit éducatif, que ce soit hospitalier. Mais il faut retisser, il faut en remettre aujourd'hui. David Assouline, Jean-François Mancel a fait une proposition assez choc au début de l'année, une proposition de loi, et vous avez proposé carrément que de supprimer un très grand nombre de fonctionnaires quand même, parce que vous dites il faut réserver ce statut de fonctionnaire au ministère régalien, c'est-à-dire à la justice, à l'armée, mais pour tout le reste, on enlève ce statut de fonctionnaire. Par exemple, il n'y aurait plus de fonctionnaires, si je vous ai bien compris, dans l'éducation nationale. C'est bien ça, juste une seconde. Je voulais justement réagir à ce qu'il a dit là-dessus tout à l'heure déjà.
Alors c'est bien cette proposition-là, Oui, Jean-François bien sûr, Mancel? mais c'est une proposition que j'ai faite à titre de député, à titre personnel. C'est pas, en l'occurrence, une proposition de l'UMP. Je voudrais Vous n'êtes quand pas même que les soutenu choses par soient l'UMP très sur ce claires point? sur ce point. On a le droit d'avoir des initiatives personnelles. Et celle-là, chez moi, n'est pas nouvelle, puisque ça fait à peu près 20 à 25 ans que je dis la même chose sur le sujet. Vous voyez, j'ai encore à convaincre, puisque je n'ai pas obtenu satisfaction depuis ce temps-là. Cela étant, il ne s'agit pas de supprimer des individus. Il s'agit simplement de changer les modalités de leur contrat de travail. Moi, je pars du principe que, dans tous les pays européens d'ailleurs, on a beaucoup évolué sur ce point, on a modernisé nos fonctions publiques, et je pense qu'il est de l'intérêt de nos agents publics, comme de l'intérêt de l'État ou des collectivités territoriales qui les emploient, de passer à un statut de contractuel, comme le sont l'ensemble des salariés du privé. Il y a aujourd'hui les contraintes qui pesaient sur l'administration hier, qui n'existent plus. Je pense notamment à la continuité du service, à tout ce qui concernait la mobilité. Tout ça a évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir une contrepartie aux contraintes du métier de fonctionnaire. À partir de là, on peut avoir des contrats comparables à ceux qui sont dans le secteur privé pour les salariés de droit privé, et on aura des fonctionnaires qui vivront tout aussi bien, et à mon avis, beaucoup mieux. Cela étant, ma proposition ne s'applique pas aux fonctionnaires en activité, car je crois qu'il serait tout à fait injuste de leur imposer un nouveau statut à partir du moment où ils ont choisi une Donc voie. c'est pour les personnes qui Bien occuperaient sûr, ces postes dans le toutes celles futur. et tous ceux qui entreront demain Gilles Leclerc, dans la vie publique. question pour David Assouline. Voilà, mais en même temps, il va pouvoir répondre à Jean-François Mancel. David Assouline, dans le contexte économique qu'on connaît, 1800 milliards de dettes, est-ce que uniquement faire fonctionner le levier des recettes et pas tellement celui des dépenses, est-ce que c'est tenable? Je prends un seul exemple, la promesse du candidat François Hollande, 60 000 postes d'enseignants en plus sur 5 ans, certes, mais quand même. Est-ce que c'est une proposition tenable, économiquement parlant? Moi, je vous dis très franchement, dans cette crise financière et avec les chiffres énormes de notre dette, donc là, il s'agit de s'attaquer à quelque chose de très important. Tout ce qui a été envisagé par le gouvernement, y compris en baisse des dépenses, on a vu les chiffres tout à l'heure, et la réalité des chiffres, c'est-à-dire au lieu de 4 milliards, c'est 2 milliards, etc., ne font pas le poids par rapport à ce qu'il faut chercher en termes de recettes. Tout simplement. Faut-il faire des économies dans les dépenses? C'est ça ma question. J'ai bien compris. Quand public. on est en crise, et c'est pareil pour une famille quand elle a moins de moyens, bien entendu qu'elle fait attention à ce que chaque euro dépensé soit réellement utile. Mais parce qu'aujourd'hui, pardon de vous interrompre, aujourd'hui les contribuables français payent en gros les fonctionnaires sur 6-8 mois par an. Le reste, c'est l'emprunt. Oui, alors, non, David Assouline, je vous laisse répondre. On va essayer d'avoir des développements cohérents parce que on a la chance d'avoir un débat de fond et c'est rare. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel, ça va être dans s'attaquer réellement aux niches fiscales qui rapportent beaucoup, pas les 50 taxes supplémentaires quand il y en a une sur là vous venez de m'apprendre tout à l'heure que la taxe sur les sodas elle était divisée en deux, ça en fait deux au lieu d'une. Bon, tout ça c'est des petits pansements. Et puis il faut effectivement pouvoir réformer l'État, tout simplement, mais pour qu'il remplisse ses missions. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui des fonctionnaires, c'est pas de savoir comment ils vont changer de statut ou je ne sais quoi. Déjà, votre proposition, vous avez au moins l'honnêteté de la mettre sur papier, mais on a été recruté des enseignants à la NPE. Donc, on est déjà dans quelque chose où avec cette politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, dans ce n'importe quoi, où on réagit au coup par coup et il n'y a plus l'État stratège, parce qu'il faut anticiper, il faut savoir où on met les moyens, et pour moderniser, il faut cela. Il va falloir rationaliser. Il y a des endroits où on peut fusionner des services, notamment voir qu'il y ait un peu plus de cohérence entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale avec la décentralisation. Et j'espère un nouvel acte de la décentralisation. Il va falloir harmoniser tout ça. Donc je ne suis pas dans le conservatisme, au contraire. Mais pour cela, il faut savoir une chose, c'est que nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires et ils ne fonctionnent pas à l'argent, eux. Eux, leur motivation, c'est pas comme dans le privé aussi, on aime son métier. Mais quand même,
Bon, quand on vient dans la fonction publique, il faut une motivation. Il faut qu'on aime le service que l'on va rendre. Or, aujourd'hui, c'était dans l'interview tout à l'heure, vous avez bien vu que les fonctionnaires vivent très mal et les usagers vivent très mal le service rendu. C'est d'abord cette réforme qu'il faut faire, adapter les services aux besoins des usagers, et il faut des fonctionnaires qui se sentent bien, qu'on arrête de stresser, de mettre en compétition, etc. On va en parler, David Assouline. Alors je vous propose tous les deux, à ce stade du débat, d'écouter un témoignage. C'est celui de Peter Gumbel. C'est un journaliste britannique installé depuis très longtemps en France. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, c'est 500 000 postes de fonctionnaires que l'on veut supprimer. Alors quel est le regard de ce Britannique sur nos fonctionnaires? Son témoignage recueilli par Caroline Gillet. En France, c'est exceptionnel, on aime l'État. L'État, c'est très important. Les jeunes qui sont ambitieux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Sciences Po, ENA, fonction publique. Dans les autres pays que je connais, et surtout dans le monde anglo-saxon, c'est absolument pas le cas qu'un jeune qui a des ambitions veut aller travailler pour l'État. C'est le secteur privé qui est beaucoup plus attirant. La première chose qu'il faut faire, et ce qu'on fait dans beaucoup d'autres pays, surtout les pays nordiques, qui sont un peu leaders dans tout cela, mais aussi en Angleterre et quelques autres pays comme le Canada, c'est d'abord la tentative de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait dans la fonction publique. À ce moment-là, on peut dire, ok, ça marche pas, ça coûte trop, c'est bon. En France, on ne le fait pas. La Cour des comptes fait un peu, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas la démarche gouvernementale. Et c'est dommage parce que le risque, c'est qu'on va couper des choses qui sont importantes, utiles, efficaces, et on va laisser des choses qui sont complètement inutiles. On l'a donc entendu, la fonction publique en France séduit. Mais il y a un malaise. Par exemple, cette étude récente, 17% des enseignants seraient en situation de burn-out, c'est-à-dire en situation d'épuisement professionnel. Alors même si Luc Châtel a contesté ces chiffres, que faire pour aider ces enseignants? Et Jean-François Mancel, est-ce qu'il faudrait penser par exemple à augmenter les professeurs en France? Si vous permettez, je voudrais quand même faire une petite machine arrière, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites ou pas dites tout à l'heure par M. Assouline, mais j'y répondrai. Il nous a pas répondu tout à l'heure sur la position de Mme Aubry avec M. Hollande sur les 60 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale. Alors on laisse répondre à cette question, oui, si parce vous que voulez bien. Mme Aubry, qui a elle le mérite par rapport à M. Hollande d'avoir une expérience gouvernementale, a quand même dit une chose très sensée. M. Hollande lui a répondu n'importe quoi. Sur ce point, rapidement, David Assouline, est-ce que c'est raisonnable et est-ce que vous allez le faire si vous étiez élu, ces 60 000 postes d'enseignants en plus? Écoutez, François Hollande en a fait une priorité. Voilà. Il pouvait y avoir des débats sur comment se distille cette priorité générale sur l'éducation nationale. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à arrêter l'hémorragie, parce que le taux d'encadrement devient insuffisant, notamment dans des zones difficiles. Moi, je reste dans l'idée que dans un endroit où ça va bien, où les familles encadrent, où il y a un suivi, on peut avoir 30 élèves dans une classe, ça m'est arrivé. Et puis, je sais, parce que je suis enseignant, que parfois, dans des endroits, si on veut vraiment emmener les élèves au plus haut, eh bien, 15 élèves, ça va être le maximum. La question portait sur le financement de ces 60 000 postes. Oui, mais sur le financement. Donc, il y a une revalorisation du métier d'enseignant à avoir, avec une plus grande présence en contrepartie, mais je pense qu'on ne peut pas continuer à payer comme ça les enseignants. Je vous citerai des chiffres tout. Un enseignant en début de carrière, par exemple. Alors, je vais vous dire un agrégé. Donc, je vais chercher le plus haut. Vous savez, quand on veut aller dans le privé, on va faire des études d'ingénieur, etc. Vous savez à peu près à combien on commence et à combien on peut finir. Eh bien, l'agrégé, il commence en stagiaire à 1 890 €. Au bout de 2 ans, il a 2 032 €. Et après 10 ans, il est à 2 292 €. Après avoir passé un concours très difficile, Jean-François Mancel, quand vous entendez des chiffres que vous connaissez d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, est-ce qu'effectivement, on laisse Jean-François Mancel... Quelle vocation d'accepter avec ce salaire de faire ce métier? Moins de fonctionnaires, mieux payés.
moins de fonctionnaires mieux payés. Et pour l'éducation Mais s'ils nationale, peuvent j'ai pas cité cet enseigner. exemple un peu provocateur tout à l'heure, mais j'y reviens. 1 million d'agents dans l'éducation nationale. C'est complètement aberrant. Nous sommes dans une situation où, je le répète, on n'a jamais eu le courage dans l'éducation nationale de réformer le système pour le rendre conforme à l'évolution du monde. dites-moi, Tout s'il y est a là. moins de- Et s'il y a moins l'exemple, M. d'enseignants- Assouline, que vous donniez Non, mais tout à l'heure, je le faisons connais des bien, choses concrètes. mais il est dû au système lui-même. Il n'est pas normal, par exemple, que l'on n'arrive pas dans l'éducation nationale à envoyer dans les postes les plus difficiles des enseignants chevronnés qui sont capables de faire face à des élèves difficiles et qu'on y envoie tout simplement parce que c'est les syndicats, il faut bien le dire, qui font encore la police à l'intérieur de l'éducation nationale, des jeunes Mais filles qui vous êtes- viennent d'avoir leur diplôme et qui sont agressées dans les couloirs, je l'ai vu quand j'étais Non, président je du crois que conseil vous connaissez général, plus du tout des ces collèges réalités-là. Mais par des jeunes voyous, il faut bien le dire. Est-ce que Donc, vous pensez, par exemple, qu'il faut en arriver à des primes au mérite dans la fonction bien publique, sûr, comme mais cela bien a été évidemment, évoqué mais par Nicolas Sarkozy, on a commencé à le faire. avec Oui, comme on a objectif commencé à le 2013. faire. Est-ce qu'il faut On a développer les commencé primes à au le mérite? faire, et il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je Vous crois avez fait ça dans la qu'effectivement, police, c'est il une faut catastrophe. donner une récompense aux fonctionnaires qui travaillent mieux, car c'est tout à fait injuste que vous ayez des gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent avec passion pour leur métier, et qui ne sont pas du tout récompensés plus que celui qui arrive tranquillement à 10 h du matin et qui repart à 5 h de l'après-midi. Jean-François Mancel, vous nous dites 1 million d'enseignants ou 1 million je l'ai de vu dans la personnel fonction dans l'éducation publique. nationale, Je sais c'est dire ça. beaucoup trop. Beaucoup Oui, trop. bien sûr, je Mais considère que c'est comment trop. vous faites à un moment donné pour faire classe sans professeur? Mais parce qu'il faut n'a réadapter. pas compris, c'est le smartphone Mais de il tout faut, à il faut l'heure. tout à fait, il faut tout Vous faites simplement la différence réadapter entre le les système. professeurs et les agents, en fait, c'est ça, dans Non, l'éducation. non, je dis simplement que même au niveau des enseignants, le système qui consiste à dire on réunit les élèves dans une classe, tous ensemble, à 30 ou 35, avec le prof derrière son bureau, les élèves en face, on change un petit peu l'ordre des bureaux et des sièges des élèves. C'est dépassé. Nous devons avoir une vision, et c'est pour ça que je parlais du téléphone qui fait ordinateur, c'est qu'il faut aujourd'hui utiliser toutes les méthodes Donc, le modernes de téléenseignement, communication. par exemple, c'est ce que Bien vous nous sûr, dites, d'accord. il y a tous ces Alors, systèmes qu'il faut on avoir va- le courage de tester. Là, nous avons On du va retard. laisser répondre David Assouline. Très franchement, on peut avoir, il ne faut pas mélanger tous les débats ou instrumentaliser tous les débats. Nous sommes probablement très en retard sur des méthodes pédagogiques, pas seulement sur la modernité, mais sur la façon de laisser de l'autonomie au personnel, aux équipes pédagogiques, à travailler collectivement. Donc tout cela, c'est une réforme. Pour pouvoir la faire, il faut passer un contrat. La nation doit passer un contrat avec les enseignants. Et il faut que tout le monde s'y retrouve, que cette autonomie, cet accroissement de responsabilité permettent aussi, soient encouragés par des salaires qui soient un petit peu décents, et puis des conditions de travail, parce que vous mettez tout comme ça, oui, je suis pour les augmenter, mais vous ne trouverez pas beaucoup de professeurs motivés par leur métier, qui diront, je veux bien être... Attendez, je veux Ils sont bien... motivés, ils sont Laissez-moi- très largement motivés. Laissez-moi finir ma phrase. Vous ne pourrez pas trouver, parce qu'il a mis un truc sur, en gros, on augmente les salaires, mais on réduit les effectifs. Vous ne trouverez pas un professeur qui échangera le fait d'avoir de meilleurs salaires et d'enseigner devant 40 élèves et d'être dans le stress Mais ça n'a permanent rien et à de ne voir. pas pouvoir transmettre les Un connaissances. instant, Donc s'il il vous faut plaît. les Il y a deux. Luc Brunner qui posait une question, peut-être qu'il peut vous le redemander, David Assouline. Oui. David Assouline, êtes-vous favorable à des primes au mérite dans la fonction publique pour reconnaître et valoriser les enseignants et au-delà les fonctionnaires qui font admirablement leur travail? Est-ce que pour vous c'est une méthode de management public qui peut être intéressante? Non. Non, je pense pas C'est que ça doit être l'égalité ça. systématique entre tous Pas les une question fonctionnaires? d'égalité, non, parce que je pense qu'il doit y avoir des promotions, on doit pouvoir effectivement, par l'investissement, par la reconnaissance de son travail, progresser. Autrement, il faut négocier avec les syndicats là-dessus. Mais je ne suis pas d'accord que dans la fonction publique, le critère qui va être forcément uniformisé soit le rendement. On a fait ça dans la police. Je pense que c'est un échec absolu parce que on a vu que certaines affaires qui nécessitent des enquêtes, qui nécessitent des remontées de filières, qui vont pas faire le chiffre tout de suite, mais qui vont permettre de vraiment s'attaquer au mal, eh bien, on n'a pas mis les moyens là parce que ça faisait pas de chiffres et on s'est mis à faire des opérations coup de poing, des choses de surface David qui Assouline. ont maintenu sur plusieurs années une insécurité qui s'accroît. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Il va falloir adapter. Il y a des endroits où on doit mettre plus de moyens, des endroits moins. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui,
si on ne dit pas aux fonctionnaires qu'on va les aider en termes de formation, qu'on va les aider à s'adapter, si on ne dit pas que le service doit être beaucoup plus individualisé, et si on ne relance pas une politique salariale dans la fonction publique, on n'y arrivera pas. Et en période de crise, le bouclier de la République, c'est son service public. Question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Oui, vous allez pouvoir répondre. David Assouline, il y a un gel aujourd'hui des salaires dans la fonction publique, en tout cas pour 2011, probablement aussi pour 2012, en tout cas c'est ce qui est prévu. Est-ce que si la gauche gagnait en mai 2012, est-ce que vous pensez qu'il faut faire un geste pour la fonction publique, un geste en direction des salaires, sachant qu'un point d'indice c'est 800 millions d'euros? Je parle juste de la fonction publique d'État. Hein. Réponse de David Assouline. Nous avons dit des choses globales dans notre projet. Le candidat maintenant qui a investi va chiffrer, prioriser en tenant compte des nouvelles prévisions de croissance qui sont pas terribles et en tenant compte de l'actualité au plus près de la présidentielle elle-même puisqu'on voit que les choses bougent beaucoup. Moi, je pense. Vous êtes en train d'annoncer une révision du programme du non, Parti non, socialiste, entre les mots. Non, je n'annonce rien. Au Bureau national, les choses ont été dites, là, mardi, sur le fait que, notamment, Michel Sapin et Guillaume Bachelet vont ensemble travailler avec l'hypothèse, nous, on l'avait mis à 1,7, et on ne croyait pas le gouvernement qui disait à 2,1. On sait très bien que même 1,7, ça ne va pas être le cas. On sera plutôt proche d'1%. Donc, il va falloir, comme les choses étaient très précises, à l'inverse de ce que nous disait la droite, notre projet est financé. Il va falloir savoir ce qu'on fait la première année, la deuxième, la troisième, et mettre les priorités là où le candidat va le décider. Donc moi, je ne vais pas vous dire les choses comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on ne pourra pas échapper à des rattrapages sur les salaires, notamment dans la fonction publique, notamment sur les enseignants, parce que le décrochage qu'il y a eu entre l'augmentation du coût de la vie et la stagnation des salaires des fonctionnaires est quelque chose qui handicape la croissance. Parce que finalement, sur tout cela, point, avec de la croissance, on verrait les choses autrement. On va laisser répondre Jean-François Mancel. Donc vous, le gel des salaires, on le maintient. On est, voilà. David Assouline est un homme sympathique, mais très flou. Très flou, notamment sur le programme du PS. Parce que là, vraiment, plus personne ne comprend rien. Est-ce qu'il y aura 60 000 créations de postes? Moi, j'ai compris le vote national. Aucune réponse. Mais je vous ai dit les choses. Les salaires de la fonction publique, peut-être, on verra. Ça, bon, bien, j'arrête là. Non. Mais alors réponse tout de suite. Il y a un gel du point d'indice. Mais en revanche, il n'y a pas de gel de ce qu'on appelle le GVT, le vieillissement, vieillesse, etc. Et par ailleurs, on continue de reverser intégralement aux fonctionnaires les gains obtenus sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Ce qui veut dire que depuis 5 ans, la fonction publique, avec Nicolas Sarkozy, a été considérée et a été mieux rémunérée qu'elle ne l'était auparavant. Il faut bien dire les choses très clairement. Et il faut continuer en donnant simplement aux fonctionnaires la possibilité de pouvoir mieux exercer leur activité. Donc réforme en profondeur de l'organisation et du fonctionnement des services publics. C'est ce que disait, je crois, la personne qu'on entendait tout à l'heure dans son interview. Ça, ce sont, très franchement, mais je vais vous donner un exemple. Jean-François Mancel, David Assouline. J'ai pas répondu précisément. On va vous laisser. Le candidat François Hollande a dit qu'il recruterait parce qu'il ferait de sa priorité dans l'éducation nationale. Donc ça veut dire que ces dépenses, elles ne seront pas prises ailleurs en termes de priorité. 60 000 enseignants. S'il l'a dit, il va le défendre, il va montrer comment il le finance. Bien entendu, ça va vouloir dire que cette priorité-là, on ne pourra pas l'avoir 3 ou 4 fois dans d'autres secteurs. C'est lui qui le défend et je suis d'accord que l'éducation nationale est une priorité à tous les niveaux. Alors messieurs, il nous reste quelques minutes simplement pour ce débat et c'est l'heure des questions d'actualité. Une première question pour vous, Jean-François Mancel. Dans ce contexte de crise, il y a 2 jours, Michel Barnier a dit par exemple qu'il faudrait que les agences de notation ne puissent plus noter les pays qui sont en difficulté. Est-ce que les agences de notation ont trop de pouvoir? Est-ce qu'il faut restreindre ce pouvoir? Écoutez, moi j'ai été le rédacteur d'un très gros rapport dans le cadre d'une commission d'enquête qui était d'ailleurs présidée par un socialiste qui est M. Emmanueli. J'étais le rapporteur sur la spéculation financière et je disais qu'il fallait effectivement limiter les pouvoirs des agences de notation qui jouent, je crois, un trop grand rôle aujourd'hui, notamment à l'égard des États. En revanche, la solution que préconise mon ami Michel Barnier,
il faut en discuter parce que, vous savez, ne plus parler des États en difficulté, en gros, c'est ça qu'on laisse entendre. C'est pour interdire la Oui, mais spéculation, alors, on comprend bien. Est-ce qu'on ne favorisera pas encore plus la rumeur? Et chacun sait que sur les marchés, il n'y a rien de pire que la rumeur. Question de Gilles Leclerc. Question commune à tous les deux. Il y a le sommet de Bruxelles dont on attend beaucoup, probablement, ce week-end, ou à moins que ce soit un autre sommet qui prenne des décisions. Et ça fera la transition avec ce dont on parlait juste avant. Est-ce que, quand on parle, par exemple, de salaire de fonctionnaires, de nombre de fonctionnaires, si on se rapproche dans une perspective d'harmonisation avec l'Allemagne, est-ce que là, il n'y a pas un décrochage entre la France et l'Allemagne aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous attendez en fait de ce sommet? David Assouline. Puis Jean-François Mancel, rapidement. Oui, si on compare la place de l'emploi public par rapport à l'emploi privé, oui, l'Allemagne a une autre tradition, y compris de la façon de rendre les services, mais pas la Grande-Bretagne. J'entendais le reportage tout à l'heure. Je crois que c'est 90 emplois publics, parce que ça aussi, il faut le rappeler. On a l'impression qu'on est dans un pays où il n'y a plus que des fonctionnaires partout. Hein. Non, il y a 90 fonctionnaires pour 1000. C'est exactement la Grande-Bretagne, et en Norvège, au Danemark, c'est 160. Donc, on reste quand même dans les pays de l'OCDE. La France, c'est pas pire que d'autres. Il faudra probablement qu'il y ait beaucoup d'harmonisation. Hein. Y compris dans ce domaine-là. Je dis, mais ça peut être vers le haut pour certains pays. Donc, il faut de l'harmonisation fiscale, il faut de l'harmonisation sociale. Il ne faut pas nous dire à chaque fois que l'harmonisation, c'est aller au moins 10 ans dans tous les sujets et dans tous les domaines. Donc, oui, vous attendez probablement. Quoi du sommet, là, plus globalement? Comment? Vous attendez quoi du sommet de Bruxelles ce week-end? Je suis très pessimiste sur ce qui peut en sortir, parce que il faudrait une volonté politique énorme, et on voit qu'on bricole à chaque fois, et que tous les mois, il s'agit de sauver la Grèce, il s'agit de sauver l'euro, et donc on se dit, bah ça y est, ils vont s'y mettre, ils vont pas sortir de la salle tant qu'il n'y a pas quelque chose qui renverse un peu la table en termes de logique. Et à chaque fois, donc j'aimerais qu'ils sortent des grandes décisions qui permettent, je le dis très franchement, c'est valable pour la France, on parle de réduire les dépenses, etc. Si on ne met pas autant le paquet sur la création d'emplois et la croissance, ça sera une spirale que vit aujourd'hui la Grèce. La Grèce a plus perdu en plan d'austérité que... une question rapide qu'avec sa perte Luc de Bronner croissance. du Monde qui vous interroge. David Assouline, la gauche a pris le Sénat il y a quelques semaines. Oui. La gauche a longtemps parlé du Sénat en tant qu'anomalie démocratique. On a le sentiment qu'une fois installée, la gauche finalement a pris les chaussons très douillés du Sénat et s'est empressée de ne pas réformer les privilèges et le mode de fonctionnement du Sénat. Ah, là, Pourquoi non, là vous allez quand même un peu vite en besogne. Aucune annonce sur le fonctionnement du Sénat, sur l'anomalie démocratique dont parlait Lionel Jospin il y a quelques années. Alors je vais vous dire deux choses. La première, c'est que l'anomalie, c'était son mode d'élection qui reste encore à réformer. Mais on ne pouvait jamais le réformer tant que le Sénat ne voulait pas qu'il y ait cette réforme. Donc on va pouvoir le faire maintenant. Vous savez que le Sénat a pouvoir de blocage dans peu de domaines, mais au moins dans le domaine du mode d'élection du Sénat, il a ce pouvoir de blocage. Donc la gauche n'a jamais pu changer ce mode d'élection. On va pouvoir le faire parce qu'il y a le Sénat à gauche et parce que j'espère... Et le train de vie du Sénat, c'est un sujet pour vous? Mais bien entendu, le train de vie, l'opacité, beaucoup de choses. Et le président du Sénat a fait un discours il y a une semaine où il a dit sa méthode de travail, qu'on va réduire le train de vie, qu'on va avoir beaucoup plus de transparence, qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais que pour cela, il faut d'abord qu'il y ait un état des lieux. Hein. Il y a une commission qui va se mettre au travail, qui va faire des propositions. Vous ne pensez pas quand même, quand on ne sait pas tout en plus. Moi, je suis sénateur. Eh bien, depuis David 7 ans. Assouline, on va attendre que vous ayez la situation bien en main. J'ai presque envie de vous demander qu'est-ce qu'on pouvait faire en 24 heures. Gilles Leclerc poser une toute dernière question à Jean-François Mancel. Jean-François, vous allez pouvoir répondre parce que c'est sur l'Europe justement. On a presque tout le double temps. question. Est-ce que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy s'exprime la semaine prochaine, comme on l'a un peu entendu dire? Et qu'est-ce que vous en attendez? Et deux, qu'est-ce que vous attendez de la part du Premier ministre François Fillon, où on a dit dernièrement que visiblement il allait s'occuper de Paris, comme
comment vous voyez son rôle dans la campagne? Est-ce qu'il faut qu'il s'occupe lui plus de la France, de Paris ou de la campagne? Ça fait beaucoup de choses. 30 secondes. Ah non, vous êtes sévère, monsieur Assouline, il y a eu beaucoup plus. Non, sur la fonction publique, j'en termine quand même d'un mot. Moi, je suis très attaché au service public et à ses agents. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai de me battre pour leur donner la possibilité de mieux vivre. Bien, deuxièmement, sur le sommet allemand, sur le sommet européen, moi, je voudrais simplement dire une chose qu'on ne dit pas assez. Merci à Nicolas Sarkozy. Car Nicolas Sarkozy, grâce à sa capacité de persuasion, à son énergie, à sa volonté, maintient Madame Merkel, qui elle a des pressions fantastiques de l'ensemble des Allemands pour lui dire, attendez, ça va comme ça, la zone euro, elle nous coûte cher. Elle reste dans la zone euro, elle y affirme sa solidarité. Eh bien, nous terminerons, dernier point, je Jean-François termine juste Mancel, là-dessus sur le Nicolas Sarkozy vite, de la parce que semaine cette prochaine. émission Moi, je prend crois fin. qu'il faut effectivement que le président de la République s'exprime longuement, avec pédagogie, pour expliquer aux Français le rôle formidable qui est le sien pour nous protéger dans la crise. Eh bien, nous terminerons sur ce merci de Jean-François Mancel à Excusez-moi, David Assouline. On termine sur ce merci de Jean-François Mancel à Nicolas Sarkozy. Et puis, dans une semaine, eh bien, nous aurons un prochain rendez-vous des débats de la présidentielle.